Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui décode l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant. Bonjour. Et Benjamin Boivin. Salut Simon. Ainsi que James Langlois. Bienvenue à ton émission, Simon. Ça fait plaisir. Alors, on a toute une émission cette semaine qui parle trois sujets. Vous avez choisi trois sujets qui parlent des enfants, de la famille. Peut-être parce que vous êtes trois papas. Faut croire que Simple coïncidence. Ouais, c'est ça. Faites vos recherches. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble du nouveau projet de loi québécois sur le droit de la famille où se trouve le réel intérêt supérieur de l'enfant. Nous reviendrons aussi sur la confusion et la crainte collective qui semblent envahir nos écoles à l'approche de l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Pourquoi avons-nous peur de la nature? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une loi qui risque de susciter la révolte de quelques adolescents. Lundi dernier, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a approuvé une loi limitant l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux, une mesure motivée par les préoccupations croissantes concernant l'impact de ces plateformes sur la jeunesse. Benjamin Boivin, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée là, que cette loi qui veut mieux contrôler l'accès des ados aux réseaux sociaux? Je pense que c'est une vraie bonne idée. Je pense que le courage politique de Ron DeSantis et de son équipe dans ce cas-ci est quand même méritoire. Il s'attaque à des institutions qui sont très puissantes. Il y a un risque important de procédure judiciaire là, pour remettre en cause cette loi-là. Ça va probablement se rendre jusqu'aux ultimes étapes du processus judiciaire en Cour suprême. Dans le fond, je pense que c'est une bonne idée parce que manifestement, là, les réseaux sociaux, la manière dont ils sont conçus, peut-être en particulier TikTok, Facebook, Instagram, là, les plus connus, les plus importants, ils sont conçus à partir de principes qui visent à susciter l'addiction et la dépendance. Ils sont conçus de manière à ce qu'on les utilise plusieurs heures par jour, tous les jours, et ils ont des impacts sur l'intelligence, sur le développement du cerveau, sur le comportement humain, sur le développement des apprentissages, en particulier des jeunes, mais également des adultes, en fait. Des impacts qui peuvent durer toute la vie et qui sont très importants d'un point de vue social. Et ça, c'est documenté aujourd'hui scientifiquement. Oui, c'est documenté scientifiquement. Il y a d'ailleurs plusieurs grandes institutions de par le monde, des institutions scientifiques. Là. Il ne s'agit pas d'opinion personnelle. Je n'essaie pas de faire de la polémique. C'est documenté. Ces applications-là ont un effet sur le développement de l'intelligence et, à ce titre, en fait, contreviennent au bien commun lorsqu'on en abuse. Et l'objectif de cette loi-là, c'est de faire en sorte que les personnes les plus vulnérables, les moins capables, finalement, de se défendre contre les pièges et les risques potentiels d'un usage désordonné des applications de médias sociaux, elles soient protégées par une interdiction d'accès à un certain âge, puis un accès qui est limité avant 14 ans, autrement dit, c'est interdit, et entre 14 et 16 ans, c'est permis seulement avec l'accord d'un parent. Donc, c'est une procédure et une loi qui est, à mon avis, assez modérée. Là. Il ne s'agit pas d'interdire l'accès à tout le monde ou de faire en sorte de partir en croisade contre les compagnies. C'est simplement de limiter l'accès en fonction de l'âge. Quelque chose qu'on fait par rapport à plein d'autres biens et services. Par rapport à des trucs aussi addictifs, en fait, je pense aux drogues. Il y a déjà des cadres législatifs pour les ados parce qu'on considère que le cerveau est en développement. Après, quand ils seront adultes, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais justement, l'adolescence, alors que le cerveau se développe, c'est pas le temps de développer des comportements dépendants. En fait, tu dis, premièrement, effectivement, on interdit plein de substances comme le tabac, l'alcool, l'accès à certains types de films aussi, là, des films, des jeux vidéo qui sont pas accessibles en bas d'un certain âge. Tu dis, après, lorsqu'ils feront adultes, ils feront ce qu'ils veulent. En fait, même les adultes, là, on limite l'accès par toutes sortes de réglementations à certaines substances et à certaines habitudes, certains comportements. C'est vrai. Même pour les adultes. Pas un vrai bar ouvert. L'accès au tabac est fortement limité. L'accès à l'alcool, c'est pas dans toutes les circonstances qu'on peut acheter ou consommer de l'alcool. Il y a des circonstances précises dans lesquelles c'est possible et dans lesquelles c'est pas possible. Dans l'espace public, par exemple. Les jeux de hasard, il y a seulement quelques endroits au Québec très particuliers où on peut aller pour jouer à des jeux de hasard légalement, les casinos, des centres de jeux. Pour des raisons de santé publique, bien souvent. Puis ça vise le bien commun pour des raisons de santé publique. Donc, les mêmes principes peuvent s'appliquer dans le cas qui nous intéresse. Mais comme tu disais, c'est pas une lubie non plus de Ron DeSantis au sens où ça tombe dans un contexte ici même au Canada. Mais on l'a vu dans l'espace médiatique ces dernières semaines. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui viennent commenter l'émergence d'études qui prouvent tout ça, le laisser-aller qu'il y a eu dans les dernières années. Puis là, je pense qu'il y a la commission scolaire, les commissions scolaires ontariennes
ontariennes qui s'en prennent aussi en justice. Oui, il y a plusieurs commissions scolaires ontariennes qui s'en prennent en justice contre ces compagnies-là. On verra une poursuite de 4 milliards de dollars, c'est pas rien. On verra qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir. On sait que ce sont des entreprises multinationales très complexes qui ont une structure opaque et qui sont difficiles à remettre en cause d'un point de vue judiciaire. Il y a aussi eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un ensemble de 40 États américains qui ont entamé des procédures judiciaires contre les compagnies. Là, il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire contre les compagnies, mais une loi qui vise à restreindre l'accès. Puis, à mon avis, c'est une loi qui s'inscrit dans des habitudes qui existent déjà, des comportements et des méthodes de gestion des problèmes sociaux qui existent déjà et qui, à mon avis, donc, est susceptible d'être mieux acceptées et d'avoir plus de succès. Là, on parle de restreindre l'accès de quelle manière? L'interdire totalement? Demander une autorisation à partir de certain âge? Bon, ben comme je disais, c'est avant l'âge de 14 ans. Dans le fond, on ne peut pas créer de compte sur des réseaux sociaux, tout simplement. C'est interdit. Okay. Et puis, entre l'âge de 14 ans et l'âge de 16 ans, c'est possible seulement si le parent donne son accord. Ces lois-là ne sont pas purement cosmétiques, là. Elles viennent avec des conséquences légales si elles ne sont pas respectées. Sans entrer dans le détail de l'affaire, il peut y avoir des amendes qui peuvent être dispensées de plusieurs milliers de dollars. Donc, l'objectif de la loi, c'est d'effectivement faire en sorte qu'au moins avant 14 ans et éventuellement jusqu'à presque la fin de l'adolescence, ce ne soit pas possible pour les enfants ou les jeunes adolescents d'être inféodés à la tyrannie des réseaux sociaux. Est-ce que ça risque pas d'encourager un contrôle excessif, je pense surtout des adolescents ici, que le parent ait ce contrôle-là, peut-être de limiter sa vie sociale? Bien, en un sens, peut-être, mais en un autre sens, moi, je pense que c'est une loi qui est égalisatrice. Si c'est la même norme qui s'applique à tout le monde, les parents qui, eux, cherchent à modérer le comportement de leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux, ben, ils ne sont pas constamment à essayer de se justifier devant leurs enfants ou limités par le comportement peut-être plus négligent d'autres parents. C'est une loi qui est égalisatrice. Avant un certain âge, personne n'y a accès. Puis, dans une période de 2 ans dans la vie d'un adolescent, selon le jugement du parent, du degré de développement de l'enfant, de sa personnalité, de sa capacité à la modération, à exercer certaines vertus, ben, le parent peut dire « je te permets » ou « je ne te permets pas ». Jamais on penserait, par exemple, critiquer les parents qui veulent restreindre l'accès à la cocaïne ou à l'héroïne à leurs adolescents, parce que c'est important qu'ils explorent, qu'ils fassent leurs expériences. Jamais il nous viendrait à l'idée de les critiquer, ces parents-là qui veulent limiter la sacro-sainte liberté évidemment, de leurs ados. Antoine, mais c'est parce que la cocaïne, on voit aucun bon usage possible, mais certains argumenteraient que certains bons usages possibles des réseaux sociaux. Je suis sûr qu'il y a des bons usages à la cocaïne. On compare depuis tout à l'heure les réseaux sociaux à une sorte de nouvelle drogue du 21e siècle. C'est intéressant, ça semble être confirmé par les études en psychologie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons aussi de vouloir limiter l'accès des enfants, des adolescents aux réseaux sociaux? On a parlé de pédocriminalité, respect de la vie privée dans les dernières années aussi. Oui. Puis il y a des raisons plus lointaines qui ne concernent pas directement le bien des enfants en particulier, mais par exemple des applications comme TikTok qui sont possédées par des entreprises étrangères. Il y a des enjeux de cybersécurité aussi. Il y a plusieurs bonnes raisons de se poser des questions sérieuses là, sur l'accès aux réseaux sociaux et sur la prédominance des réseaux sociaux dans notre vie sociale. Et je pense que si on avait une vie un peu moins déterminée par la consommation des réseaux sociaux et la médiation des réseaux sociaux dans toutes nos relations humaines, je pense qu'on s'en porterait globalement pas si mal. Et par le fait même, ça rendrait caduques les téléphones intelligents, presque aussi. Parce qu'on sait que le gouvernement ici veut interdire ou interdit là, pour les jeunes secondaires la présence des téléphones intelligents, en tout cas. La loi a aussi un autre objectif qui est complètement différent, mais qui est digne de mention. Là. Dans la même loi, il y a une interdiction de l'accès aux moins de 18 ans à la pornographie en ligne. Évidemment, les sites pornographiques demandent à ce qu'on s'identifie comme ayant moins de 18 ans, en tout cas certains d'entre eux. Mais là, exiger peut-être un numéro de carte de crédit. Mais là, il va y avoir une exigence supplémentaire et des conséquences légales si cette exigence-là n'est pas observée. Donc, on vise vraiment comme à réglementer cette sphère de la vie sociale des jeunes qui, jusqu'à maintenant, c'est un peu le Far West, là, finalement. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La semaine dernière, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, a annoncé le dépôt du projet de loi 56, modifiant substantiellement le droit de la famille au Québec, encadrant mieux le droit et les devoirs des conjoints de fait avec enfants.
Antoine Malenfant, normalement, là, le droit de la famille, ça vise à protéger, je dirais, l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que, selon toi, cette nouvelle loi accomplit cet objectif-là? Je vais avoir une réponse super plate, Simon. Oui et non. Ça commence toujours mal, les réponses en oui et non. Commençons par le oui. De quelle manière c'est positif pour l'enfant? Ben, je pense que ça vient... en fait, la loi, là, elle va permettre, par exemple, l'arrivée d'un enfant dans un couple va, en quelque sorte, solidariser le couple dans son patrimoine, OK? Ça va être beaucoup de termes techniques, là, je vous avertis. Par exemple, on a une maison ensemble, moi et ma conjointe, et là, la simple arrivée d'un enfant, même si on n'est pas marié, va faire que ce patrimoine-là qu'on a constitué ensemble va devoir être séparé équitablement en cas de rupture. Comme si on était mariés, en fait. Ben, c'est comme si l'arrivée de l'enfant venait créer le mariage, en quelque sorte, là, d'un point de vue légal. Est-ce que c'est rétroactif, ça? Est-ce que ça se dit de parents qui ont déjà des enfants? Non? Non, c'est seulement pour les cas qui suivent l'inscription de la loi là, au code. Donc là, c'est bien pour l'enfant de quelle manière? Bon, alors, c'est bien pour l'enfant. Je pense que, mettons, imaginons, là, parce que tout ça est parti du... Le législateur s'est penché là-dessus parce qu'il y a eu un célèbre procès d'Éric contre Lola il y a quelques années de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'est quelqu'un de très riche, un homme très riche qui avait une conjointe manifestement moins nantie que lui. Et là, au moment de la rupture, elle a plaidé pour avoir une partie du patrimoine commun, sous prétexte qu'ils avaient un enfant ensemble. Mais lui avait peut-être choisi de justement pas la marier pour protéger son patrimoine. Bon, alors ce que ça protège surtout, c'est le conjoint le plus pauvre. Et on peut penser que le fait que ça protège le conjoint le plus pauvre dans cette situation-là, ou l'ex-conjoint, devrait-on dire, ça va bénéficier au bien de l'enfant, parce que surtout si l'enfant vit avec ce conjoint-là, ben, il va pouvoir en bénéficier comme par ruissellement. Là où ça devient un peu plus compliqué, en fait, on peut dire aussi que l'État, dans ce cas-ci, se substitue à l'individu dans son... pour protéger les personnes plus vulnérables, hein, parce que c'est ça, dans un grand déséquilibre de ressources, on pourrait espérer là, que la collectivité ou que les gens eux-mêmes veillent à cette équité-là. Mais comme tu le dis, Simon, des fois, il y a des gens qui vont choisir spécifiquement de ne pas se marier pour éviter de devoir partager en cas de rupture. Je comprends bien comment ça peut aider les conjoints les plus pauvres, souvent les mères, les enfants. Ouais. Comment ça pourrait nuire à l'enfant? Bon, ce que ça implique, là, l'arrivée de cette nouvelle loi-là, la loi 56, je le répète, là, c'est que ça crée le concept d'union parentale, donc, qui transforme l'union en espèce de mariage de fait, en tout cas dans ses conséquences en cas de rupture. Et là, ce que ça fait, c'est que... je pense que ça vient encore plus mettre en lumière que dans nos sociétés aujourd'hui, le fait qu'on ne se marie pas, ça fait reposer beaucoup l'union sur l'enfant. Alors, en cas de rupture, c'est comme si indirectement, l'enfant se dit, ben, si le couple reposait sur ou existe de par mon existence, l'absence de couple, la rupture du couple, nécessairement induit l'idée que finalement, peut-être que c'est à cause de moi. Tu dis ça parce que si je comprends bien, c'est le fait de l'arrivée de l'enfant qui manière légale, qui va, c'est ça, faire les conjoints de qui fait l'union. L'arrivée de l'enfant fait l'union. Alors, le principe du mariage, qui est une institution qui paraît archaïque là, aux yeux de plusieurs, mais qui n'est pas si folle que ça, c'est que ça institue le foyer par la parole. Avant l'arrivée de l'enfant. Ça a l'air complètement décalé de dire ça aujourd'hui, là, mais l'échange d'un consentement, oui, je t'accueille, je te reçois, tu me donnes, etc. Tout ce qu'on voit dans un beau mariage, on échange les alliances, tout ça, on applaudit, un gros baiser. Ça crée la famille avant, ça crée le couple, le foyer, avant que l'enfant arrive. Donc, s'il y a rupture, l'enfant, la rupture repose moins symboliquement. On s'entend, tout ça est de l'ordre de l'inconscient, du symbolisme, mais repose moins la rupture donc sur les épaules de l'enfant. Est-ce qu'on n'est pas étrangement en train de redécouvrir le lien naturel entre mariage et enfant? Les gens ne se marient plus. J'ai lu que 40% des couples au Québec vivent aujourd'hui en union libre. Et là, on se rend compte que, en fait, ça prendrait quelque chose comme un mariage pour le bien des enfants et de la famille.
en même temps, là, je t'écoutais, puis si j'ai eu 3 enfants avec 3 femmes différentes, mon union parentale, j'en ai 3 en même temps, je suis polygame, je comprends pas bien. Ce que la loi prévoit, c'est que la première union parentale prime. Alors, on peut pas contracter une nouvelle union parentale. Évidemment, on peut avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Ça suit le droit canon. Ton vrai mariage, c'est le premier. C'est le premier, et là, sauf s'il y a rupture de la première union, là, on peut engager une deuxième union, en tout cas légalement. Bref, tout ça est très, très complexe, mais ce que ça révèle, surtout, oui, Simon, tu as tout à fait raison, ce que ça révèle aussi, c'est qu'il y a bien des couples, ça va faire des chicanes dans les cabanes, là. Il y a bien des couples qui s'unissent, qui ont un enfant ensemble, mais qui décident de ne pas se marier, au moins parce que au moins un des 2 membres du couple qui n'a pas envie d'embarquer dans toutes les conséquences légales d'un mariage en cas de rupture. Ils ont peut-être toutes les 2 des enfants avec des ex-conjoints conjoints. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose presque du mariage forcé là-dedans? Ben, c'est ça. Alors, il y aura moyen de se retirer de cette union parentale-là par un acte notarié. Bon, imaginons... Avant d'avoir eu l'enfant. Ça, je sais pas. Mais oui, je pense que oui, avant d'avoir eu l'enfant. C'est une conversation bizarre à avoir avec une nouvelle date. Oui, tout à fait. mais ça va devoir se faire, cette conversation-là, parce que de facto, l'union parentale va survenir en cas d'arrivée d'enfant. Ça a l'air un détail, là, mais ça va susciter des très fortes discussions dans bien des couples qui s'accommodaient, du moins pour un des 2 membres du couple, qui s'accommodaient d'une union de conjoints de fait, mais là, qui vont devoir vivre avec les conséquences d'un mariage, finalement, en cas de rupture. Ça va exiger plus de délibération, pas au sens seulement de discussion, mais aussi au sens d'intentionnalité. Tout à fait. On va moins s'engager dans des relations comme celle-là en se disant que c'est libre et sans attache. Alors, en ce sens-là, peut-être que le bien supérieur de l'enfant va être servi parce qu'il y aura eu cette discussion-là, puis on sera moins dans l'illusion des conséquences légales d'une telle union. Peut-être que ça va décourager les couples à faire des enfants. Très bonne déduction, James. On peut spéculer là-dessus, en effet. Ou à faire un enfant pour pas que ma maison revienne à mon ex-conjoint. Ouais, c'est ça. On va voir. On voit comment tu penses, Simon. Ouais, c'est ça. Antoine Malenfant, on va arrêter tout de suite cette chronique. Tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Fait plaisir. Mercredi dernier, l'Association de l'enseignement des sciences et de la technologie a fortement dénoncé les écoles qui prévoient fermer leurs portes le 8 avril prochain à cause de l'éclipse solaire. Selon les profs de sciences, cette décision privilégie l'ignorance plutôt que la science. James Langlois, là, je me demandais, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir au temps des cavernes où les hommes, quand ils voyaient une éclipse, pensaient que Dieu est en colère ou que c'est la fin du monde qui est tout proche? C'est pas ça? Ben, je dirais pas que c'est de manière aussi forte, mais il y a quelque chose de ça un peu dans la réaction, ou en tout cas la communication qui a été faite de la part du gouvernement, puis la réaction dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de crainte exagérée, presque hystérique, où là, tout de suite, l'éclipse solaire, c'est tout le monde va devenir aveugle. C'est ça, c'est dangereux. Il y a des directions qui ont décidé à ce moment-là de dire on ferme les écoles, on enferme les enfants dans le gymnase, on barricade. Voyons, ça prend une proportion incroyable, alors que tu parlais d'ignorance, mais les chiffres les données sont très claires. Par exemple, en 2017, il y a eu cette sorte d'éclipse aux États-Unis. On estime qu'il y a eu à peu près 215 millions d'Américains qui ont regardé l'éclipse. Qui ont été exposés, c'est ça, à l'éclipse. Et donc, il y a moins de 100 personnes qui ont eu des dommages temporaires qui se sont résorbés. OK, donc au Québec, ça va être 3-4, là. Oui, on parle d'à peu près 3 points. Patrick Lagacé, d'ailleurs, a fait le calcul avec... Des beaux os qui regardent le soleil sans protection, il y en aura toujours, peu importe, école fermée ou ouverte. Mais il me semble qu'on fait ça depuis quand on est jeune, non? On s'amuse à regarder le soleil, tu sais, les yeux ouverts. Puis bon, ça explique peut-être des choses chez toi. T'as grandi dans quel coin, toi? Dans le Bel Air. Mais toi et moi, James, et peut-être d'autres autour de la table, quand on était jeunes, on a eu une éclipse solaire, je m'en souviens. Pas moi. Pas toi, t'es plus jeune que moi. T'es aveuglé. Et non, il me semble, ils nous ont tous donné un petit truc pour regarder le soleil. Personne n'est mort. La fameuse boîte de mouchoirs. On s'est ouvert à mieux comprendre l'astronomie. Qu'est-ce qui a changé dans notre culture, là? Pourquoi on a tant peur de la nature aujourd'hui? Ouais, mais là, en fait, pour excuser un peu quand même les commissions scolaires, il faut dire que les communications, il y a eu beaucoup de cafouillage à part du gouvernement, surtout du ministère de l'Éducation, qui, au début, dans ses premières communications, a dit non, ben là, ça serait bien que les enfants ne soient pas dehors, puis là, il faudrait changer l'horaire de
autobus parce que normalement, l'éclipse est censée se dérouler à peu près au moment où les enfants devraient retourner chez eux. Là, on dit non, il faut prévoir aussi un service de garde pour que les enfants restent à l'école plus longtemps, mais il ne faut pas qu'ils soient trop dehors. Puis là, imaginez toute la gestion, les pauvres, les professeurs, les gestionnaires des écoles là, qui avaient à jongler avec tout ça pour une histoire d'éclipse. Donc là, c'est plus un problème administratif que réellement de santé publique. Ça se comprend, mais aussi d'autre part, mais tu voulais... Non, vas-y. D'autre part, il y a aussi le gouvernement du Québec qui tout de suite a émis un peu sa communication avec l'éclipse dans la catégorie de sécurité et situation d'urgence, puis phénomène catastrophique naturel. Donc là, les écoles qui avaient un peu, je dirais, relâché le côté hystérique, qui s'était modéré un peu, là, tout de suite, ça s'est redevenu en force parce que là, le gouvernement dit « Faites attention, l'éclipse est dangereux, nanana. » Fait que là, les écoles ont préféré dire, finalement, on va mettre des journées pédagogiques. Là, le ministère de l'Éducation qui revient en disant, non, finalement, on encourage, là, on clarifie, on encourage quand même que ça soit présent. Mais donc, il y a une peur peut-être irrationnelle là-dedans des conséquences de l'éclipse, mais il y a aussi une peur je dirais, de responsabilisation que tout ça implique, une peur de dire, non, nous, on va assumer s'il y a des enfants qui ont des dommages temporaires aux yeux parce que, je sais pas, ils respectent pas les consignes de santé là-dessus. Mais encore là, il faut aussi laisser la responsabilité aux parents de dire, non, je choisis d'envoyer mon enfant à l'école puis de vivre cette expérience-là ou pas, ou juste de laisser le discernement aussi aux commissions scolaires, même aux professeurs, de dire, non, moi, je veux vivre cette journée-là, ce moment-là comme une expérience scientifique, une expérience de contemplation. Moi, ça a été mon réflexe premier comme parent, je trouve, de dire tout de suite quelle chance, quelle opportunité on a de pouvoir vivre une éclipse solaire. Moi, tu dis qu'on a vécu une, moi, quand on était jeune, mais moi, je me rappelle ça t'a pas du marqué? tout. Mais là, moi, je dis, c'est vraiment... Puis c'est quoi? C'est au combien d'années? Je me rappelle plus. Les disques, la prochaine va être en 2080, je une pense. aussi parfaite, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça me fait penser au segment que Simon-Olivier Fecteau avait fait une fois à Infoman, où il avait fait tout un clip où il disait que dehors, c'est dangereux, puis c'était un peu parodique, là. Mais là, on est en plein là-dedans. Dehors, c'est dangereux. C'est dangereux d'aller dehors. On est bien plus en sécurité dans son sous-sol. On n'est pas exposé aux éléments. On n'a aucun risque de se blesser dans un module de jeu. C'est vrai que c'est dangereux dehors, James, quand même? C'est dangereux, mais comme justement, je trouve que ça vient après une annonce de l'Association des pédiatres, on en a parlé l'autre fois, qui dit qu'on doit laisser les enfants faire plus d'expériences, jouer dans la nature, etc. Puis là, tout de suite, le premier réflexe qu'on a devant un phénomène naturel, la moindre menace. C'est ça, la moindre menace, c'est de dire vite, il faut les protéger, il faut... Puis bon, encore là, est-ce qu'il s'agit nécessairement de tomber dans cette espèce de peur irrationnelle? Je pense que non. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité de cette journée-là pour montrer aux enfants à quel point la nature est belle. Puis, tu sais, tu parlais tantôt un peu d'âge des cavernes, là, puis parce que on peut faire ce parallèle que justement, quand avant le christianisme, le rapport à la nature était un rapport de crainte. On ne connaissait pas, on ignorait, donc on avait peur des phénomènes naturels. On attribuait ça, comme tu disais, à des phénomènes, à des dieux qui se fâchaient. Ça, des dieux méchants envers les hommes. C'est ça, mais depuis, je dirais, le judéo-christianisme, on est dans un rapport à la nature qui est beaucoup plus sain. On est dans un rapport de découverte, d'émerveillement, où on sait finalement que la nature est explicable et que ce n'est pas des forces, je dirais, cosmiques, occultes, mystérieuses qui se déroulent devant nous. Donc, on peut avoir un rapport pacifié, un rapport, je dirais, qui n'est pas du tout dans une espèce de crainte hystérique. Par contre, avec la montée de l'athéisme, on revient à une pensée où c'est le hasard des forces aveugles qui gouvernent la nature et qu'il n'y a que nous, avec notre propre volonté, notre intelligence, qui peut essayer de tout contrôler. Et d'une certaine manière, il n'y a plus cette idée de confiance ou d'abandon. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on se dit, oui, il y a une espèce d'athéisme matérialiste. On se veut une société très rationnelle, très scientifique. Mais arrive un phénomène naturel comme celui-là et tout à coup, on perd tous ses repères et on tombe dans une espèce de discours de peur et justement très émotif. Très émotif, c'est ça. Il n'y a pas de calme, là. Il n'y a pas un rapport serein dans tout ça, là. James Langlois, vas-tu la regarder, toi, l'éclipse? Ah, je vais la regarder, c'est certain. Avec mes collègues du Verbe, peut-être. Ah oui, mais avec une bonne protection. Ah oui. Je vais faire une boîte avec ma boîte de céréales Mini-Wheats. OK, on se fera une séance de bricolage ensemble. James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. De rien. C'est l'heure de notre suggestion culturelle de la semaine. James Langlois, tu as vu un nouveau film sur la plateforme Netflix.
Ouais, je dirais, ça s'appelle La Demoiselle et le Dragon avec la célèbre Millie Bobby Brown, hein, qu'on a appris à connaître grâce à Stranger Things, qui a joué le personnage d'Eleven et maintenant elle est rendue une jeune femme. Et puis elle a tourné ce film avec un réalisateur espagnol peu connu, mais quand même qui était diffusé en premier chez Netflix. Donc c'est intéressant parce que ça se veut comme une fable fantaisiste auquel on est habitué souvent, le fameux dragon qui doit combattre. Mais là, ici, c'est pas du tout une histoire de chevalier qui va sauver la princesse du dragon. C'est plutôt une famille. Elle est comme un peu forcée de se marier. C'est le dragon qui sauve la princesse contre le chevalier, c'est ça? Ben, ça finit un peu presque comme ça. OK. Mais en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a toute une gamique entre la famille qui autrefois a fait un pacte avec le dragon de non-attaque, et donc la famille doit fournir des jeunes femmes au dragon parce que la famille avait autrefois tué les enfants de cette mère dragon. OK, c'est pas un film pour enfants de moins de 8 ans, là. Non, je pense que c'est classé 13 ans et plus. Okay. C'est quand même un peu rough comme les réseaux sociaux. Oui, mais c'est ça. Mais bref, donc... Et toi, qu'est-ce qui t'a touché ou quelle réflexion t'a apporté ce film-là? Mais il y a tout un rapport au mensonge, je dirais, parce que le dragon et la femme, jouée par Millie Bobby Brown, ont été trompés dans leur histoire. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils finissent par, autant, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, ils cherchent un peu à se défendre l'un de l'autre, et au final, en se parlant, ils se rendent compte que les deux ont été trompés. Et là, ils vont plutôt s'allier pour faire justice à leur histoire propre. Mais c'est intéressant parce que, aussi, c'est pas, comme je dis, une histoire de chevalier, mais là, c'est plutôt une femme qui est mise de l'avant et qui, par sa force, son intelligence, doit arriver à se sortir de ce périple contre le dragon. Donc, c'est quand même, moi, je trouve que ça fait une bonne histoire de fantaisiste, une bonne histoire de comme un peu auquel on est habitué de contes de fées, mais là, ça fait un peu la dynamique différente parce que c'est une femme qui est mise de l'avant. Merci beaucoup, James. Alors, je répète le titre, ça s'appelle La Demoiselle et le Dragon. C'est sorti le 8 mars dernier sur la plateforme Netflix. Cette semaine, on se laisse sur la chanson Keep It Real de la Québécoise Margot Sauvé, alias Ghostly Kisses. C'est tiré de son plus récent album Dark Room, à paraître le 17 mai prochain. Pour réécouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube du Verbe Média. Vous pouvez nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com ou tout simplement visiter notre page le-verbe.com/verbomoteur. Alors, n'hésitez pas, questions, objections, on prend tout. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.